Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre, aujourd'hui je reçois Seamus, médecin anesthésiste réanimateur. On connaît tous Dr House, Dr Mamour de Grey's Anatomy. Mais pourriez-vous me citer un médecin anesthésiste tenant le haut de l'affiche ? Moi, non. Et pourtant, ils ont un rôle essentiel, celui de permettre justement aux chirurgiens d'effectuer l'opération dans des conditions optimales et bien sûr aux patients de subir l'acte tout en sécurité et surtout sans douleur. Comme Seamus nous le décrit, il est un peu comme le bassiste d'un groupe de rock, le musicien qu'on remarque moins, mais qui donne le tempo et structure toute la musique. La partition qu'il doit jouer est loin d'être facile. Cocktail de plus en plus élaboré, appareil de suivi électronique à la pointe de la technologie, et nouvelles techniques, comme l'hypnose, qui renouvellent chaque jour son métier. Quelle incroyable responsabilité il porte sur ses épaules. Tel un pilote d'avion de chasse, l'anesthésiste doit savoir gérer 3 phases critiques. De la mise sous coma au réveil, en passant par la phase opératoire où il doit gérer parfois des turbulences critiques et savoir réagir en quelques secondes pour interpréter des signaux d'alerte contradictoires. Énorme merci, Seamus, de nous avoir ouvert toutes les coulisses de ton métier. J'en profite aussi pour te remercier tout court d'exercer ce métier tellement indispensable et nous l'avons bien vu ces 2 dernières années. Merci également à Laura, l'invitée de l'épisode 20, qui est instructrice d'astronaute, de nous avoir mis en relation et d'avoir permis notre rencontre. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts et le partager à votre entourage. Alors je vous souhaite une très bonne écoute de la partie 1 de cet épisode. Bonjour Seamus, je suis super ravie de t'accueillir dans le podcast pour parler de ton métier d'anesthésiste réanimateur et j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus. Alors avant de démarrer l'interview, moi j'aimerais bien juste qu'on fasse un petit coucou à Laura qui a permis notre rencontre. Alors Laura, pour les inconscients qui n'auraient pas encore écouté son épisode, est instructrice astronaute et notamment de Thomas Pesquet et je l'ai reçue dans l'épisode 20. Et Laura nous a mis en contact. Et alors, elle m'a dit beaucoup de bien de toi. Alors, je voudrais pas te mettre la pression, mais bon, voilà, juste un petit message. Écoute, je te propose en fait de démarrer en douceur et en remontant quelques années en arrière pour nous décrire le petit garçon que tu étais à l'école. J'aimerais bien savoir, voilà, que tu puisses nous le décrire un petit peu, puis nous expliquer quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petit. Bonjour Julie, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à Laura surtout pour m'avoir nommé pour la suite des podcasts. Alors moi j'ai eu une enfance plutôt tranquille et plutôt heureuse, avec une appétence déjà dès le départ pour tout ce qui était scientifique. J'étais déjà un petit peu dans les étoiles, les planètes, les sciences naturelles. Je trouvais ça fascinant qu'on puisse comprendre les phénomènes. La façon dont on puisse les expliquer, c'était vraiment, vraiment incroyable. Donc, je pense que depuis tout petit, j'étais fasciné par les carrières scientifiques. Et voilà, enfin, une enfance passée dehors, dans les forêts, sur les vélos, voilà, c'était très, très. Ouais, mais tu aurais pu devenir biologiste, astrologue, je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait pencher en fait vers la médecine ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a énormément de carrières qui me fascinaient, tout ce qui était sciences naturelles, j'aurais rêvé faire ça aussi également. La médecine, je m'y suis mis parce que bon, la fac c'était ouvert un peu à tout le monde. Puis je me suis dit quoi que après, si jamais je réussissais médecine, j'aurais peut-être accès à énormément de carrières partout sur Terre, avec énormément de variations d'activités. Donc c'était plus pour me donner une ouverture très très large après que je me suis lancé dans la médecine, sans avoir trop d'idées sur le type de spécialité que je voulais faire plus tard. Ouais, quand tu dis une ouverture en fait et pouvoir l'exercer, c'était t'imaginer aussi pouvoir que c'était un métier que tu pouvais exercer dans le monde entier, quoi. C'est ça ? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on a 18-20 ans, on est assez sensible aux causes humanitaires ou des choses comme ça. Donc c'est des images qui me plaisaient bien, d'acquérir des compétences qu'on puisse donner comme ça dans des pays qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de ressources. C'est quelque chose qui donnait beaucoup de sens à une période de la vie où on en cherche un petit peu. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé principalement dans la médecine.
D'accord. Et alors après, dans ton parcours de médecine, là aussi, il y a 1 milliard de métiers possibles, en médecine. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as découvert comment tu as découvert déjà ce métier-là d'anesthésiste réanimateur et à quel moment tu t'es dit: «Bah, tiens, c'est un métier qui m'intéresse beaucoup» et pourquoi? Alors, ouais, alors c'est un petit peu bizarre parce que l'anesthésie-réanimation, c'est quelque chose qui est un petit peu caché pendant les études de médecine. On la découvre, un peu tardivement. C'est vrai qu'on est plutôt, en mode découverte avec des choses qui sont très visuelles comme la chirurgie ou des choses comme ça et les anesthésistes, on les croise un petit peu, mais ils ont l'air, ça a l'air d'être un peu des foufous décalés, derrière le champ opératoire. On sait pas très bien ce qu'ils font. Leur science est pas très accessible, hein. Et puis, finalement, quand on commence à passer dans les services de réanimation ou à passer un peu plus de temps dans les blocs opératoires, on comprend un petit peu plus ce qu'ils font et surtout on se rend compte qu'ils ont une bonne maîtrise des gestes d'urgence, que ce soit les perfusions, les intubations, les massages cardiaques, toutes ces choses-là, la maîtrise aussi de toute la pharmacopée d'urgence, les drogues pour, réanimer le cœur comme l'adrénaline. Donc ça me plaisait beaucoup d'être autonome sur les procédures d'urgence et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire cette spécialité après le concours de l'internat qui survient à la 6e année, des études de médecine. Mmh. Donc au bout de ces 6 ans, c'est là où tu peux, en fonction, c'est ça, de ton classement, choisir une spécialité, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est un concours qui est classant, c'est-à-dire que le premier arrivé est le premier servi et l'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité qui est assez demandée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, l'avoir au classement et effectivement, c'est à partir de la 6e année qu'on rentre dans notre spécialité et donc après on fait une maquette pour devenir anesthésiste, du coup de la 6e à la 11e année. Donc c'est 5 ans d'internat et puis, ça nous permet de passer un petit peu dans tous les blocs opératoires, les services de réanimation, voir tous les panels d'exercices qui sont possibles, d'exercer après, la thèse et non, c'est une maquette qui est vraiment complète et vraiment variée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste justement l'internat? Parce qu'on en entend beaucoup parler en médecine, mais en même temps, moi, ça reste quand même assez abstrait en fait, hein. La question derrière, c'est est-ce que ça a un rythme un peu comme genre l'apprentissage? C'est-à-dire que tu es à moitié en cours, moitié en activité ou pas du tout? Tu es que en activité et tu continues d'apprendre, mais avec des pairs? Oui, c'est ça. Alors quand on est interne, on est affecté à un service pour des périodes classiques de 6 mois. Et effectivement, on est tous les jours, à l'hôpital. On est un petit peu les petites mains du service, c'est-à-dire qu'on fait tourner, le service, un peu les abeilles, hein, les chevilles ouvrières, du côté médical. Et donc on est principalement sur un mode d'apprentissage, par compagnonnage, donc avec les plus anciens qui nous disent un petit peu qui nous expliquent les ficelles du métier. Et on a des cours, mais c'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Il y a peut-être des journées. Alors nous, on avait des journées peut-être une fois par mois avec l'interrégion, où on se posait pendant une journée pour explorer des thématiques du métier, avec des revues de la littérature. Mais l'apprentissage se fait principalement par compagnonnage dans les blocs Sur le opératoires. lieu, dans les hôpitaux, quoi. Et est-ce que ça veut dire, comme tu parles de période de 6 mois, ça veut dire qu'en fait, tu es amené à changer de service, à changer d'hôpital, c'est ça? Ouais, on peut être amené à changer de service et d'hôpital. Donc soit on reste dans un peu le navire amiral qui est le CHU, soit on peut être amené aussi à exercer un peu dans les hôpitaux dits périphériques. C'est vraiment sympa. Et puis il y a même aussi des stages qui s'ouvrent dans les cliniques. Donc voilà, ça permet de vraiment balayer tous les modes d'exercice possibles du métier et d'aller chercher le meilleur des stages pour se faire sa propre idée du métier aussi. Ouais, ouais, et puis essayer différentes choses et c'est comme ça que tu découvres effectivement soit des services, soit des métiers, un peu, enfin, des spécialisations qui t'intéressent plus que d'autres. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que vous y apprenez pendant 5 ans? Alors, du coup, on apprend énormément de choses. Au départ, on est beaucoup avec les infirmiers anesthésistes. Donc, on commence les bases. Un petit peu comme sur un bateau, on va commencer à déjà apprendre tout le vocabulaire qui est spécifique à l'anesthésie. Ensuite, on va apprendre vraiment les bases, hein, le matériel, comment ouvrir une salle de bloc opératoire, comment être rigoureux sur le matériel, les procédures. On commence vraiment tout bas à faire les gestes, bien poser une perfusion, répéter ses gammes en fait. C'est vraiment des parcours très classiques. Et puis après, plus on monte en expérience et plus on va avoir un petit peu d'autonomie avec parfois les médecins qui nous laissent une salle.
où là, on fait tout de A à Z et puis il reste en renfort si on a un souci. Ce premier acte, il doit être impressionnant. Ah ouais, moi je me souviens, mon premier jour en anesthésie, j'étais complètement perdu parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas du tout pendant les études de médecine. Et c'est des médicaments qui sont très dangereux, qu'on n'ose pas trop manier au départ. Et puis après, finalement, on commence un petit peu à comprendre comment ça marche et on a plus peur de prendre le manche, quoi. Mais ça se fait progressivement et heureusement, quoi. Ok, alors est-ce que Ouais. j'aimerais bien justement là, que tu puisses nous décrire un petit peu la mission en fait. Qu'est-ce que c'est que le métier d'anesthésiste? Alors il y a anesthésiste réanimateur et anesthésiste tout court. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence et quelle est la grande mission de chacun de ces deux métiers? Alors, anesthésiste réanimateur, donc c'est un terme, ce sont deux termes qui sont liés, c'est-à-dire que quand on est anesthésiste réanimateur, on a théoriquement les capacités pour travailler à la fois en anesthésie et en réanimation. Donc ça donne une grande polyvalence. C'est deux métiers qui sont un petit peu différents, mais parfois certains anesthésistes réanimateurs travaillent dans les deux structures, donc soit anesthésie au bloc opératoire, soit dans les services de réanimation. Voilà, c'est deux approches qui sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, on est sur des procédures qui sont assez courtes. C'est-à-dire ça peut être au plus long quelques heures le temps de l'acte chirurgical. Et dans les réanimations, mes collègues travaillent surtout sur des patients en soins critiques, mais qui nécessitent des soins parfois un peu plus longs. Ça peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois, notamment sur les cas graves comme les accidents de la route, les accidents vasculaires cérébraux graves. Ça peut donner plusieurs semaines de réanimation nécessaires avant de pouvoir sortir de ce service. Ok. Du coup, je voudrais juste en fait savoir si en fait vous avez des spécialités. Enfin, tu vois, est-ce que quand tu es anesthésiste réanimateur, est-ce que tu vas te spécialiser sur, je sais pas, la maternité, le côté pédiatrique, gériatrique. Est-ce que tu peux aussi te spécialiser jusqu'à un type d'opération? Ouais, effectivement. Alors, le niveau de spécialisation, il dépend un petit peu de l'hôpital dans lequel tu travailles. Moi, je travaille dans un hôpital, ce qu'on appelle un centre hospitalier général. Donc, c'est un hôpital non universitaire. Moi, je travaille dans une ville où on a une agglomération standard pour la France, c'est-à-dire une ville de 100 000 habitants. Alors, on n'est pas universitaire, donc on n'a pas de spécialisation. On est vraiment généraliste. Mais effectivement, il y a mes confrères qui travaillent dans les grands hôpitaux. Alors, ils peuvent se spécialiser dans un domaine particulier. Donc, effectivement, la maternité, comme tu l'évoquais, la pédiatrie et aussi la chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie. Mais ça, c'est des choses qu'on voit surtout dans les très grands centres. Ils ont un volume d'activité suffisant pour ne faire que ça, quoi. Et est-ce que vous fonctionnez, je sais pas, sous format de tandem avec des chirurgiens ou non, tu es affecté, tu as un planning, tu arrives au bloc et tu vas travailler avec le chirurgien qui arrive ce jour-là? Ouais, alors on est préaffecté à des salles, effectivement. Et puis on travaille on tourne en fait. Donc un jour on va faire de l'anesthésie pour de la traumatologie, le lendemain on peut aller en maternité, donc on croise vraiment tout le monde. Et le tandem que tu évoquais, on l'a aussi avec l'infirmier anesthésiste. Donc c'est vraiment, on est vraiment comme un couple, un binôme pilote-copilote. Tu vois ce que je veux dire? On travaille vraiment ensemble. Nous, en gros, on travaille sur deux salles et l'infirmier il reste posté dans sa salle au plus près du patient. Donc c'est vraiment lui qui est vraiment la sentinelle et qui a le droit aussi, qui est très autonome, qui a le droit de prendre des initiatives pendant l'anesthésie. Ok. Et alors justement, ça m'intéresse en fait ce rôle-là que l'infirmier anesthésiste joue par rapport à toi et ce binôme, comment vous vous complétez. Donc tu sembles dire qu'effectivement, toi tu vas être sur une ou deux salles d'opération et en parallèle, lui, donc il va rester. Quel rôle il a aussi très concrètement? Qui fait quoi entre lui et toi? Alors c'est des choses, alors ça dépend des médecins. Il y a des médecins qui sont plus ou moins comment dire, qui vont laisser plus ou moins d'autonomie aux infirmiers. Mais dans la loi, les infirmiers, ils ont pas mal de choses qu'ils peuvent faire tout seuls, comme administrer des médicaments pour entretenir l'anesthésie, par exemple. La seule chose qu'il faut absolument, c'est qu'il y ait un médecin anesthésiste qui soit présent au moment où on démarre l'anesthésie. Ensuite, une fois que c'est lancé, tu vois, c'est un petit peu comme dans un avion. On peut mettre le patient sur pilotage automatique avec les machines, et puis l'infirmier gère et détecte les premières instabilités ou commence à effectuer les premières mesures correctrices si besoin, quoi. Quand tu es anesthésiste au bloc, par exemple, est-ce que tu peux nous décrire une mission de A à Z et les différentes phases en fait d'approche? Ouais, alors
Alors l'approche, ça ressemble beaucoup à l'aviation. Je suis désolé, je vais faire pas mal d'analogies avec ce travail-là, je trouve. Donc l'anesthésie, concrètement, c'est un coma qui est pharmacologique, c'est-à-dire qu'on met des médicaments pour faire dormir et on peut contrôler sa profondeur et sa durée. Et c'est un coma qui est heureusement réversible. Donc nous, on injecte ces médicaments-là. Donc c'est la classe des hypnotiques, c'est les médicaments qui vont te faire dormir, soit par un gaz comme chez les enfants principalement, soit directement par une perfusion intraveineuse. Donc ça, c'est la première grande classe de médicaments qu'on utilise. Et ensuite, pour compléter le cocktail, pour te faire dormir, on te met des antidouleurs, ce qu'on appelle des analgésiques, parce qu'on s'est rendu compte très très tôt sur les prémices de l'anesthésie que simplement les faire dormir, les gens, ça les protégeait pas de la douleur. Il faut aussi d'autres classes de médicaments. Attends, excuse-moi. Donc ça veut dire que ça ne les protégeait pas de la douleur pendant l'opération, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais juste dormir quelqu'un, sans lui mettre des antidouleurs, en fait, le corps va se défendre face au stress chirurgical. Et finalement, les patients, on se rend compte qu'ils mouraient. Alors, ils appelaient ça le choc opératoire, mais c'est simplement parce que les gens, en fait, en gros, ils crachaient toute leur réserve d'adrénaline pour faire face à la douleur qu'induisait l'acte chirurgical, et ils se retrouvaient complètement dépassés sur le plan physiologique, et du coup, finalement, ils décédaient en post-opératoire, mais c'est juste parce qu'ils n'étaient pas protégés contre la douleur. D'accord, et nous, on avait l'impression à l'époque que, en fait, les endormir et endormir le cerveau, ça permettait de couper les capteurs de douleur, quoi, en gros. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, ces capteurs-là, ils sont encore actifs quand tu dors, et l'intégration de la douleur se fait même quand tu es endormi, quoi. Ok, super intéressant, je savais pas ça. Ok. Donc effectivement, on est obligé de bien protéger le patient avec des antidouleurs très puissants, à base de morphine principalement. Et donc pour compléter également ces ingrédients, on a une autre classe de médicaments qu'on appelle les curares, un petit peu comme les curares qu'on retrouve dans la nature, là, tu sais, sur le dos des grenouilles qu'ils utilisaient avec les fléchettes, là, les Indiens en Amazonie. C'est vraiment dérivé des plantes. Et cette classe de médicaments, elle va servir un petit peu à bloquer les contractions musculaires du patient. Comme ça, le chirurgien, il va pouvoir avoir un patient qui est bien relâché, et il sera pas dérangé par des contractions involontaires de la part du patient pendant l'intervention. Ah oui, genre les réflexes, quoi. C'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Par exemple, quand tu mets un coup de bistouri électrique sur un muscle, bah, ça peut lui donner une contraction réflexe. Donc ça peut gêner effectivement la réalisation de procédures très très fines, ou notamment quand il y a des structures un peu dangereuses à proximité. On aime bien que le patient soit bien relâché, quoi. Tu m'étonnes. Je veux bien croire. Ok, ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment tous nos principales classes de médicaments avec lesquels on va travailler. Donc, on va les administrer. Alors, c'est comme le décollage. On les administre au tout départ de l'anesthésie, ces trois classes de médicaments ensemble. Alors, c'est ce qu'on appelle l'induction. Ça correspond vraiment au décollage en aviation. Et c'est une phase où on a beaucoup de paramètres à surveiller, de manipulations à faire. Et c'est une des phases les plus risquées de l'anesthésie, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont s'exercer sur la physiologie du patient. Et voilà, une fois qu'on a démarré donc cette phase de décollage, on va avec l'infirmier anesthésiste qui nous accompagne devoir mettre une sonde d'intubation dans la plupart des cas. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler ou si tu as déjà vu à quoi ça ressemble. Ouais, je l'ai déjà vu. Ouais. Donc ça, c'est une petite sonde qu'on va mettre dans la gorge du patient, parce qu'en fait, quand tu endors les gens, leur cerveau va s'éteindre, et du coup, les centres respiratoires vont être anesthésiés. Ce qui fait qu'en fait, quand tu endors quelqu'un, tu le mets en apnée, tu es obligé de le brancher à une machine pour le faire respirer. Ensuite, donc, une fois que tu as mis cette sonde d'intubation, tu vas brancher le patient à une machine qui va faire son travail pour la respiration. Et après, donc, on va surveiller les turbulences en vol, comme en aviation, pendant que la chirurgie se fait. Donc, on a à la fois des contraintes qui peuvent venir du patient, notamment s'il aime pas trop l'anesthésie, si ça fatigue un peu son cœur ou ses poumons. Ensuite, on a à la fois des contraintes qui peuvent venir de l'acte chirurgical lui-même, notamment si ça commence à être un petit peu hémorragique, il faut qu'on se prépare à la transfusion ou d'autres choses comme ça. On a à la fois des instabilités qui peuvent venir de l'anesthésie, comme des réactions allergiques ou des choses comme ça. Donc, tout ça, on surveille pendant le vol. Et enfin, je termine par l'atterrissage. Donc, c'est la phase de réveil, où là, on va essayer de remettre en charge toutes les fonctions physiologiques du patient et le faire essayer d'atterrir en douceur. Voilà, ça, c'était pour les trois phases de l'anesthésie. Et ça, pour le réveiller, du coup, tu utilises d'autres médicaments qui font contrepoison, enfin, tu vois ce que je veux dire, antidote de l'anesthésie, ouais. Ou bien c'est juste que tu as suffisamment dosé l'anesthésie pour que ça s'est éliminé et donc ça y est, le corps peut repartir normalement, tu vois? Oui, tout à fait. Alors on a un mix des deux, comme tu l'évoques de façon très, très juste.
Il y a des médicaments dont on peut se permettre simplement on attend qu'ils soient éliminés. Et il y a d'autres médicaments qu'on est parfois obligé de contrer avec ce qu'on appelle les antagonistes. Donc, c'est-à-dire qu'on va effacer un petit peu leur effet au niveau du corps et ça nous donne le feu vert pour réveiller le patient, quoi. D'accord. Et cette phase-là est comme dans un avion également un petit peu touchy ou elle l'est moins que le décollage? Ouais, alors tout à fait, c'est un peu touchy aussi parce que parfois ça peut être un petit peu dur pour les patients qui ont des problèmes respiratoires de passer de la respiration artificielle à reprendre une respiration normale. C'est vraiment comme si tu leur demandais de monter 3 étages d'un coup, quoi. C'est vraiment une épreuve d'effort. Donc parfois il y a certaines personnes qui sont intubées et qu'on a du mal à ce qu'on appelle à extuber, à enlever la sonde, parce que quand tu es intubé, bah forcément quelqu'un fait le travail pour toi à ta place. Donc de remettre en charge toute cette commande ventilatoire, tous ces muscles respiratoires. Parfois, il y a des patients qui n'y arrivent pas, notamment les personnes très âgées, mais ça peut être très difficile. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est dangereux de faire trop d'opérations successivement. C'est parce que ton corps est fatigué et que ton corps, tu vois, fatigue de ça que c'est compliqué? Alors ouais, alors c'est marrant parce que c'est une notion que les patients ils évoquent souvent, mais nous on peut répéter les anesthésies de façon très régulière. Normalement, il y a pas trop de soucis. D'accord. C'est vrai que ça peut fatiguer le corps parce que à chaque fois on reprend le risque de l'anesthésie et on reprend. Bah, c'est quasiment une épreuve d'effort en fait. Donc, Ouais. chez les patients fragiles, à la fin, ça peut peut-être faire la différence, mais chez les sujets normaux, jeunes, il y a pas trop de soucis. On peut faire l'anesthésie de façon répétée en grande sécurité. Ok. Et alors, est-ce que c'est toi aussi qui es dans le bloc en charge justement de la surveillance de toutes ces fonctions vitales, tu vois, de dire bon là attention, là ça commence à être fébrile. Est-ce que ça c'est ton rôle ou toi tu te concentres sur le fait que le patient ne se réveille pas? Non, effectivement, on gère tout le reste en fait. Hein. On est vraiment, ça ressemble énormément au métier de pilote, c'est-à-dire qu'on est bardé d'écrans, d'alarmes, et puis on va monitorer tout ça pendant le vol. Et effectivement, on est là juste, pour reprendre le manche si ça va pas. On a des situations qui peuvent être vraiment catastrophiques, mais ça ressemble vraiment à des décrochages en avion, c'est-à-dire l'avion tombe comme une pierre où là, faut lancer énormément de procédures en même temps. C'est-à-dire, faut lancer à la fois des procédures diagnostiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on tombe, et à la fois des procédures thérapeutiques, c'est-à-dire on va essayer de tirer sur le manche pour sauver l'avion. Et on a effectivement beaucoup d'interactions avec du matériel, des alarmes. On a aussi beaucoup d'interactions avec des médicaments. Donc parfois tout ça en même temps, ça donne des cocktails qui sont extrêmement difficiles à gérer parce qu'on est sous une pression temporelle qui est forte. Mais voilà, on a des procédures pour ça. On répète aussi en centre de simulation pour voir si on est assez fluide dans nos procédures. Et voilà, ça c'est notre rôle. Et ça, ces entraînements-là, tu les fais en formation, enfin je veux dire quand tu es en train d'apprendre ou tu les fais tout au long de ta carrière? Ouais, alors la simulation, je reviens aussi beaucoup par analogie au métier de pilote. C'est quelque chose qui est vraiment fabuleux pour notre métier. Ça se fait beaucoup en formation et aussi on essaie de repasser en simulateur au moins 1 ou 2 fois par an. Ce serait l'idéal. Et là, on va s'entraîner soit sur des cas qui sont rares, soit sur des cas qui sont extrêmement difficiles à gérer. Ou par exemple, t'as 4 ou 5 pannes en même temps, ou t'as 4 ou 5 alarmes qui sonnent. Et ça, c'est fascinant, la simulation, parce qu'on peut répéter non seulement des procédures techniques, mais aussi des procédures non techniques, ce qu'on appelle les compétences non techniques, c'est-à-dire que tout ce qui va être la façon dont tu communiques avec ton infirmier ou ton chirurgien pour essayer de t'extraire un petit peu de la situation difficile, ça, on s'est rendu compte que même ça, il faut être performant dans la façon dont tu communiques, et sinon, tu rattrapes pas ton cas. Et quand tu anesthésistes, du coup, ton travail s'arrête au bloc opératoire ou tu suis le patient a posteriori? Ouais, alors c'est effectivement, on va suivre le patient classiquement jusque dans les 48 heures après l'intervention. Donc là, c'est un autre champ qu'on maîtrise aussi et qui est vraiment fascinant. C'est ce qu'on appelle la médecine périopératoire. Du coup, cette phase-là des 48 premières heures, elle est un peu touchy aussi puisqu'on va détecter toutes les instabilités qu'on a générées avec la chirurgie ou l'anesthésie sur les fonctions vitales du patient qui peuvent un petit peu se dégrader au premier ou au deuxième jour, quoi. Notamment sur le cœur ou des choses comme ça. Donc au niveau de l'anesthésie, après, effectivement, bah, toi, tu
C'est pas la même chose que le service de réanimation où là, effectivement, c'est encore une autre chose et tu peux vraiment suivre le patient sur un très long terme, quoi. Est-ce que tu veux nous expliquer maintenant ce que justement la différence et ce que vous faites en service de réanimation? Alors, dans les services de réanimation, ils vont prendre en charge des pathologies lourdes qui nécessitent des supports vitaux. C'est-à-dire, ça peut être de la ventilation artificielle avec des machines, par exemple chez les patients qui ont des grosses infections respiratoires. Ça peut être de la dialyse, c'est-à-dire que ce sont des machines artificielles qui vont faire le travail du rein. Ça peut être aussi la nécessité de soutenir le cœur avec des médicaments très puissants. Et en gros, là, vraiment, la différence, c'est le tempo avec le bloc opératoire. On est sur des procédures très courtes. Et la réa, où on est sur des gammes de pathologies intensives qui nécessitent parfois plusieurs jours de support, le temps de trouver une fenêtre pour la guérison, quoi. Alors, tu parlais tout à l'heure d'outils ou en tout cas d'ingrédients ou de cocktails. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Tu disais tout à l'heure que les enfants, ils étaient souvent anesthésiés au gaz, mais pour moi, ils étaient anesthésiés au 2, gaz plus perf. Ouais. Mais ça peut être le cas ou je me suis trompée? Oui. Non, tu as raison, ça peut être le cas. Alors, on aime bien le masque chez les enfants parce que c'est quelque chose qui est très ludique. Tout à fait, C'est-à-dire je qu'on confirme. peut interagir avec eux. Ça peut être l'objet d'un jeu ou d'une décoration. C'est assez sympa, le masque. Donc, quand on endort les enfants au masque, en fait, on fait passer un gaz anesthésiant à travers le masque. Ce gaz-là va se déposer au fond des alvéoles du poumon quand il respire. Et ensuite, ça va passer au cerveau et l'endormir. D'accord. Cependant, il y a quelques cas où on peut pas trop faire le masque, notamment sur des anesthésies en urgence. On préfère l'intraveineuse. Mais l'avantage du masque, c'est que on peut leur poser la perf quand ils dorment, en fait. Donc ça, c'est plus cool. Je pense que c'est pour ça. Ok. Ouais. Et en fait, voilà, on triche un petit peu, on les endort d'abord, et puis ensuite on met la perf. Ça évite une stimulation douloureuse pour les enfants. Ouais, puis un stress, j'imagine. Le gaz que tu mets dans le masque, est-ce que c'est le même que celui, tu sais, qu'on fait quand tu as une fracture ou un truc comme ça? Un peu hilarant. Ouais, alors non, c'est pas celui-là, même si C'est effectivement pas le on peut même. mettre. Ouais, c'est pas le même. Mais ça nous arrive d'utiliser du gaz hilarant, c'est du protoxyde d'azote au bloc opératoire. Parfois chez les grands enfants, mais qui sont vraiment très très stressés, pour lesquels on est obligé de poser une perf avant de les endormir. Effectivement, on leur met ça. Et ça, c'est vraiment rigolo parce qu'on peut Ouais, bien rigoler avec eux. ouais, j'ai vécu des scènes, moi, où effectivement, genre mon fiston, il a fini, alors je sais plus si c'était il draguait l'infirmière ou il chantait à tue-tête dans la chambre. Bon, on s'est pris des barres de fou rire parce qu'effectivement, c'est comme s'ils étaient alcoolisés, quoi. C'est vraiment un Ouais, comportement très, très étrange. Mais c'est ils très sont drôle à vivre. bien désinhibés. Ouais, donc ça, c'est vraiment sympa. C'est ça. Et parfois, ouais, ça nous arrive de l'utiliser pour des petits gestes ou pour passer des petits caps sans avoir à endormir l'enfant complètement, comme des sutures ou des choses comme ça. Pour un peu atténuer la douleur, quoi. Alors, tu parlais aussi de plein d'autres ingrédients, entre autres les opiacés, etc. J'aimerais bien savoir, en fait, si tu peux nous raconter un peu l'évolution, en fait, qu'il y a eu dans ces médicaments, dans cette recherche de cocktail, entre guillemets. Même au-delà de ça, en fait, je pense que tu parles beaucoup je ne sais pas si c'est le bon terme, des ingrédients anesthésiques, mais je pense qu'il y a aussi des outils qui ont évolué, qui ont fait vachement changer votre métier. Donc voilà, j'aimerais bien savoir un peu comment tout ça a évolué, comment la recherche se passe aussi, comment vous trouvez, comment vous expérimentez des nouveaux médicaments, comment tout ça se fait. Alors ouais, alors effectivement, alors pour l'histoire de l'anesthésie, je pense que ça a été vraiment une préoccupation depuis très très longtemps de pouvoir contrôler la douleur. Chez nos ancêtres préhistoriques, là, quand ils se pétaient une jambe dans la forêt, ils ont vite cherché différentes plantes pour essayer de se soulager. Donc ouais, alors les anesthésiants historiques, il y a l'alcool, ça marche très bien. C'était un des premiers vrais anesthésiants. Le froid aussi, tu vois, où ils faisaient des amputations sur les champs de bataille en refroidissant les jambes. Et puis finalement, en fait, en explorant un peu la nature, je pense qu'ils ont trouvé pas mal de plantes, comme le pavot, en fait, qui est bourré d'opioïdes et de morphine, hein. C'est vraiment la plante qui produit de la morphine. Et ensuite, dans les années 1840, ça a commencé un petit peu à avoir des découvertes assez intéressantes avec l'éther ou des choses comme ça. Le chloroforme aussi, même si c'était un petit peu difficile à manier. Ensuite, il y a eu la découverte de la cocaïne, je crois, qui a servi d'anesthésiant locaux à la fin du 19e. Et puis après, grâce au progrès de la chimie, surtout, on a pu synthétiser des molécules dans les années 30, notamment avec la classe des barbituriques qu'on utilise encore un petit peu de nos jours.
Et voilà, il y a vraiment une structuration du métier dans les années 60 avec des avancées organisationnelles et matérielles qui ont permis de faire les choses correctement et de diminuer un petit peu les effets secondaires et l'accidentologie en anesthésie. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai pu constater, moi, en quelques années, en une dizaine d'années, je trouve que les anesthésies étaient beaucoup plus légères. Moi, mon fiston, il avait des réveils vachement plus simples, beaucoup moins durs, beaucoup moins, tu vois, moins de nausées. Enfin, j'avais l'impression que les choses étaient plus légères. Ouais, effectivement, on a des bonnes avancées pharmacologiques récentes qui sont super intéressantes parce qu'on va un petit peu avoir des profils d'anesthésiants qui sont ce qu'on appelle on-off, c'est-à-dire un petit peu interrupteurs. C'est-à-dire que dès que tu arrêtes de les administrer, ils sont très rapidement éliminés par le corps. Et ça, c'est sympa parce que t'es moins dans le gaz pendant des heures, voire des jours. T'as moins de nausées aussi. On sait mieux les contrer pendant la phase de l'intervention. Et ça donne des réveils plus propres, entre guillemets, et des aptitudes de retour à une activité professionnelle après beaucoup plus rapide. Et ça change vraiment, c'est vraiment des très très grandes avancées pour l'anesthésie et les patients surtout, quoi. Comment vous suivez ça au fur et à mesure? Comment tu te tiens, tu vois, à la page? Du coup, on a la chance en anesthésie, c'est un champ qui évolue très très vite. Donc effectivement, comme tu l'évoques, il y a beaucoup de combinaisons de médicaments qui sont testés pour essayer d'avoir le meilleur dosage possible ou le moins d'effets secondaires possible. Nous, on suit énormément nos sociétés savantes. Donc, on a une société savante qui s'appelle la SFAR, la Société française d'anesthésie-réanimation, qui est extrêmement dynamique et qui nous offre beaucoup de support pour nous mettre à jour, notamment sur les dernières avancées, les dernières controverses. Ouais. Parfois, les faux chemins qu'on prend, c'est-à-dire qu'on pense qu'une technique est super et puis finalement, on se rend compte que quand on la teste vraiment dans des grandes études, les bénéfices sont pas si fous que ça. Les effets d'annonce sont pas confirmés par les grandes études. Donc effectivement, c'est dur de se mettre à jour parce qu'il y a énormément de thématiques sur lesquelles on doit être performant. Ça peut aller des médicaments, mais aussi sur la transfusion, sur plein de choses, la ventilation artificielle. C'est des champs, ça bouillonne, ça foisonne, et parfois ça peut être difficile de suivre tout. Après, ce qui nous sauve aussi, c'est d'avoir des internes, c'est-à-dire que eux, ils sont vraiment au contact dans leur formation des dernières avancées. Donc, de discuter avec eux, parfois, c'est très rafraîchissant parce que ça va nous mettre un petit peu en défaut sur des techniques qu'on faisait et puis finalement qui ne sont pas si géniales. Donc voilà, il y a les internes, c'est une source d'inspiration très très forte, et puis les sociétés savantes. Alors tu disais tout à l'heure aussi que pendant les phases d'induction, enfin de décollage et d'atterrissage, et même entre les deux, il y a vachement de surveillance. Donc au-delà des cocktails de produits que tu peux injecter, en fait, vous avez vachement d'outils de surveillance. Est-ce que là aussi, il y a... Enfin, quels sont-ils et comment ils ont évolué dans le temps ? Parce que je pense que de plus en plus, la surveillance, elle est de plus en plus fine aussi. Oui, c'est exactement ça. Là où on bosse, ça ressemble vraiment à un petit cockpit. Et puis, c'est un petit peu comme dans les avions où vous n'avez pas beaucoup de paramètres pour surveiller la vitesse, l'altitude, des choses comme ça au début de l'activité. Nous, c'est pareil. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de surveillance au début de l'anesthésie. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit peu de mal à détecter les complications. Ou quand ils les voyaient, c'était déjà trop tard. Ils avaient 3 wagons de retard. Ils ne pouvaient pas rattraper le tir. Et là, effectivement, on a du bon matériel. Surtout en France, où on est un pays incroyablement bien développé. On a des moyens faramineux pour surveiller l'anesthésie, la profondeur de l'anesthésie, à détecter des complications précoces, donc au niveau cardiaque. On peut surveiller aussi le taux d'oxygénation dans le sang, la profondeur de l'anesthésie en mettant des capteurs au niveau du front. Donc ça nous donne vraiment un panel de fenêtres sur l'activité du patient et sur notre propre activité qui rend les choses beaucoup plus faciles à gérer, entre guillemets, quoi. Et à l'inverse, petite question, c'est que à force de pouvoir regarder finement les choses avec autant de capteurs, est-ce que vous apprenez encore à savoir piloter un patient, à le surveiller, à le piloter s'il y a une coupure d'électricité ou si tu te retrouves à exercer ton métier en Afrique, quoi. Ouais, alors ça c'est vraiment une super question, je trouve, parce que c'est un thème qui m'est très cher, c'est l'examen clinique, c'est-à-dire les signes cliniques auprès du patient en anesthésie. Du coup, c'est vraiment, parfois on est un petit peu comme des ados au bloc, c'est-à-dire qu'on est capté par les écrans, les moniteurs qu'on a, avec lesquels on interagit. Ça peut être très très piégeux en fait. Et puis parfois, ça fait du bien aussi de se recentrer sur le patient. C'est vrai qu'on a des moyens extraordinaires pour surveiller avec nos capteurs, mais
parfois les informations peuvent venir directement du patient. Ça fait toujours du bien de regarder le patient, soulever un petit peu les champs, le drap opératoire. Ouais. Des fois, finalement, on a la réponse rien qu'en regardant le patient et en sortant un petit peu les yeux de nos écrans, quoi. Non, c'est quelque chose que effectivement j'essaie de transmettre aux internes, c'est-à-dire d'essayer de faire tout à l'examen clinique sans trop être absorbé par les écrans. Ça, c'est très important. Alors c'est vraiment un mode, ce qu'on appelle un mode sans échec, hein, tu vois, c'est-à-dire que tu fonctionnes en fonctionnement minimal. Et par contre, il y a pas le droit de le faire dans la vie de tous les jours, quoi. C'est-à-dire, moi, enfin, il y a tu vois, on est protégé par la loi pour mettre un certain nombre d'écrans minimaux. Tu vois, on n'a pas le droit de démarrer sans avoir surveillé le cœur. On n'a pas le droit de démarrer sans avoir testé notamment l'ensemble du matériel dans la salle le matin de l'intervention. Mais tu vois, mais par contre, ça peut se retrouver effectivement dans les pays en voie de développement où ils n'ont pas ils ont pas le luxe de tous les éléments qu'on a en termes de surveillance. Donc ouais, il y a beaucoup de ça. Plus tu descends. On en revient tu dis l'étude clinique, ça veut dire l'étude du corps en fait. C'est ça, c'est que plutôt que de regarder des écrans, tu regardes tous les signaux que le corps de ton patient est en train de te renvoyer, quoi. C'est ça? Tout à fait, ouais. Alors ça, c'est des choses. Alors on est très attiré par les écrans, hein, surtout que nous on a énormément de courbes ou d'alarmes, de chiffres. On peut être un petit peu distrait parfois par les alarmes. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois, où quand tu comprends pas tes signaux d'alarme, ou tu comprends pas la combinaison des alarmes qui entre elles, parce que tu dis ça a aucun sens. Parfois, le simple fait de remettre un coup d'œil sur le patient, eh ben tu trouves la solution. Ah, okay. Mais c'est un peu délicat en anesthésie parce que nos signes cliniques sont un peu masqués, comme le patient il dort. Comme souvent il y a la moitié du corps qui est recouverte par le champ opératoire, bah on a un accès limité au corps du patient. Et puis voilà. Mais la clinique c'est très très important effectivement. Même si on est entouré d'écrans, c'est très important. Bon, et on parlait tout à l'heure en fait de cette phase préparatoire quand tout va bien évidemment, tu rencontres le patient en avance, tu connais un peu mieux son cas, tu sais quelles sont les contre-indications possibles. Mais bon, il y a plein de cas où c'est des urgences. La personne, elle arrive, elle est déjà presque elle peut être inconsciente, donc aucun moyen de discuter, aucun moyen de savoir si elle fait des allergies, etc. Comment tu gères en fait où là il faut réagir dans l'instant? Ouais, effectivement, quand ils arrivent en urgence, donc ça peut être pendant la garde, ou effectivement on n'a pas tous les éléments du dossier, on n'arrive pas à joindre la famille, on ne sait pas quel traitement il prend, ben en fait on y va un petit peu avec beaucoup de prudence, on est à la fois contraint par le temps, mais on fait des choses simples, c'est-à-dire que plus c'est urgent, plus on fait des anesthésies simples entre guillemets, plus on essaye Après on a des procédures en urgence aussi, donc on n'est pas totalement démunis, c'est-à-dire qu'on a des protocoles qui sont réservés à l'urgence, on sait s'adapter, et effectivement si on a des complications qui surviennent, et ben on peut en déduire un petit peu l'état du patient, même si on n'a pas les éléments. Tu testes par petites doses et vraiment de façon très fine, et puis tu vois la réaction en fait, et en fonction t'adaptes le protocole, quoi. Et justement, petite question, est-ce que le protocole ou les médicaments sont les mêmes en fonction de l'âge, par exemple, de la personne? Ah ouais, alors ça c'est plus que l'âge, c'est surtout son état de fragilité qui vont conditionner un petit peu le choix de nos médicaments. C'est-à-dire que parfois t'as des patients qui sont âgés, qui ont 80 ans, mais qui sont frais comme des gardons, et dans ces cas-là, effectivement, on va un petit peu plus doucement quand on lance l'anesthésie, mais effectivement, ce qui conditionne le choix et surtout la façon dont on injecte les médicaments, ça va être l'état de fragilité du patient. Parce qu'en fait, quand tu injectes un médicament anesthésiant, c'est comme un équivalent d'épreuve d'effort pour le cœur. C'est-à-dire que la tension artérielle va baisser, du coup le cœur va essayer de compenser pour maintenir une pression de perfusion constante. Mais parfois le cœur est un peu fatigué ou les vaisseaux sont un petit peu fatigués, donc ça peut être très très dangereux, quoi. Surtout si le patient en plus il a déjà saigné un petit peu avant, ou là c'est vrai que si on y va comme un bourrin en anesthésie, on peut faire des dégâts au patient, quoi. Ouais. C'est quoi la part de la psychologie dans ton métier? Alors, derrière ça, il y a la psychologie vis-à-vis du patient, parce que j'imagine que vous les rencontrez quand même avant et il faut les rassurer, parce que vous êtes une des têtes de proue de l'opération, avec le chirurgien qui rencontre aussi. Mais au-delà de ça, il y a des avancées technologiques, enfin même pas technologiques, justement des avancées dans votre métier avec l'hypnose et tout. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ouais, alors ça, c'est des démarches qui sont assez récentes et qui viennent compléter vraiment tout le côté très technique et médicamenteux en anesthésie. C'est-à-dire tu évoquais l'hypnose, mais ça c'est quelque chose qui est absolument fascinant.
C'est-à-dire qu'on va utiliser des moyens non médicamenteux pour essayer d'accompagner le patient en bloc opératoire. Et on s'est rendu compte que ces moyens non médicamenteux, ils permettaient de bien diminuer le stress, l'anxiété, le vécu du patient. Et du coup, ça nous permettait aussi d'économiser des anesthésiants et des antidouleurs après l'intervention. Donc l'hypnose, moi, je pratique pas personnellement, mais il y a beaucoup de gens dans les blocs opératoires qui sont formés. Et c'est quelque chose qui est absolument fascinant parce que c'est-à-dire qu'on recentre toute la démarche sur le patient. Donc ça permet un petit peu de se décentrer de tout ce qui est technique, écran et tout ça, et de plutôt centrer la démarche sur les patients. Et en gros, moi je le comprends comme ça, c'est-à-dire qu'on va mobiliser un petit peu les réserves propres du patient pour faire face au stress. Et c'est-à-dire qu'on va un petit peu le déconnecter, le faire entrer dans une bulle pour essayer d'un peu de l'isoler de tout cet univers qui peut être un peu froid et un peu distant parfois. Et ça marche. J'ai plein de questions qui me viennent, c'est que du coup, c'est vous qui le pratiquez, pas toi en l'occurrence, mais c'est vraiment l'anesthésiste réanimateur qui fait l'hypnose, donc ça veut dire qu'il est formé à l'hypnose ou il y a un hypnotiseur qui vient en plus? Ouais, alors c'est les anesthésistes réanimateurs et les infirmiers anesthésistes aussi. C'est notre binôme avec lequel on travaille au bloc, qui vont essayer d'établir une relation privilégiée avec le patient. Donc ça démarre par une prise de contact avec le patient avant l'intervention pour essayer de choisir des thèmes qui pourront être développés pendant l'intervention. Donc les gens ils disent moi j'aime bien être dans mon jardin ou j'aime bien être sur mon bateau. Donc ensuite les infirmiers et les médecins qui pratiquent l'hypnose vont travailler sur ces thématiques-là et c'est vraiment super parce qu'on voit des effets incroyables parfois avec des interventions qui peuvent se dérouler avec un minimum d'anesthésiants, voire pas du tout. Et donc tu as encore les antidouleurs parce que ça c'est normal, mais par contre tu n'as pas l'anesthésie qui t'endort, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à ne pas donner de sédatifs. Et on propose parfois des antidouleurs pour essayer de passer le cap, pour que ce soit non plus pas trop difficile pour le patient. Et non, c'est vraiment très très élégant. Ouais. Donc on met un petit fond d'antidouleur quand même par précaution. Et par contre, toute la classe assez lourde des médicaments sédatifs, on peut s'en passer sur certaines procédures. C'est vraiment très élégant. Et ça veut dire aussi que vous faites un test avant? Tu vois, est-ce que vous testez que ça va marcher ou la personne, elle arrive tranquille au bloc en disant « Bon, on croise les doigts, je me suis jamais fait hypnotiser et puis j'espère bien que ça va marcher ». Comment ça se passe, tu vois? Ouais, alors moi, il faudrait demander à quelqu'un qui fait vraiment de l'hypnose, mais moi, dans mon expérience, il faut quand même être bien dans sa tête pour pouvoir faire de l'hypnose. Ouais. Tu vois, il y a des catégories de patients avec lesquels ça marche pas très bien, genre les patients Alzheimer ou des choses comme ça. Tu peux pas, ils ont pas les ressources nécessaires pour ça. Et ce qui est bien, c'est que les patients, ils peuvent changer d'avis en cours de route. C'est-à-dire que si l'hypnose, ça leur plaît pas en cours de procédure, on les endort dans la foulée, il y a pas de souci. Ouais, tu leur dis pas, ah non monsieur, trop tard. Ouais. Ça marche pas, mais tant pis pour vous. Vous avez signé, c'est dommage, c'est ballot. D'accord, ok. Il y a d'autres méthodes comme ça qui sont arrivées, qui sont nées depuis peu et qui révolutionnent un peu votre façon d'exercer votre métier? Ouais, alors surtout en pédiatrie. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant comme démarche. Je sais pas si tu connais, il y a une association au niveau national qui s'appelle les Petits Doudous. Et ça, c'est vraiment super parce qu'ils ont une démarche, ils vont essayer de centrer toute la démarche autour de l'enfant pour essayer d'un peu réduire son anxiété et son stress au bloc opératoire. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on arrive à transformer le parcours de l'enfant quasiment en un jeu, en fait, que ce soit dès la consultation jusqu'à l'arrivée au bloc opératoire. Tu vois, on les fait venir au bloc en petite voiture électrique. Ils ont les tablettes pour les endormir. C'est vraiment cool, quoi. On met de la musique en salle. Non, je trouve ça génial. Moi, j'ai des souvenirs d'être partie au bloc, mon fils, avec des gens qui jouaient la musique, tu vois, dans la salle de pré-opératoire. Je sais plus comment on appelle ça, la salle d'attente. J'ai des souvenirs on mettait le bracelet au doudou de mon fils. Tu vois, il y a vraiment des trucs comme ça qui, je pense, qu'ils sont super utiles parce que ça détourne l'attention des enfants, mais aussi des parents, tu vois. C'est-à-dire que nous, ça nous fait penser aussi à autre chose. Et puis on voit notre gamin sourire et du coup, on est un peu soulagé, on est un peu rassuré. Mais souvent, effectivement, les enfants sont stressés. Parfois parce que les parents le sont. Je pense même que à cause de ça, je pense. Mais non, c'est vraiment bien. Puis ça permet aussi pour les enfants au long cours, je pense, tu vois, de pas intégrer le côté négatif de passer au bloc opératoire, parce que qu'on le veuille ou non, alors il y a des mémorisations sur les procédures qui peuvent être un peu douloureuses pour les patients, les enfants, et même des mémorisations, ce qu'on appelle non conscientes, c'est-à-dire que l'enfant, surtout l'enfant quand il n'arrive pas trop à verbaliser vers 2-3 ans, il va intégrer toute cette mauvaise expérience, et ça va se traduire par des cauchemars, des anxiétés qui peuvent durer parfois plusieurs années. En fait, c'est vraiment une démarche préventive de centrer toute la démarche sur l'enfant.
J'avais même lu effectivement que tu pouvais avoir aussi comme un capital de douleur, enfin qui faisait que plus tu ressentais de la douleur, plus ton corps pouvait emmagasiner et surréagir ensuite à la douleur. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ce qu'on appelle, en fait, la douleur, c'est une balance entre des mécanismes antidouleurs que tu as à l'échelle naturelle et des mécanismes qui vont diminuer un peu ton seuil de douleur. Et effectivement, quand tu es stimulé en permanence avec la douleur, bah tu finis par être ce qu'on appelle c'est l'hyperalgésie, c'est-à-dire qu'on est douloureux à la moindre stimulation, même si elle serait pas douloureuse pour toi et moi. Et ça donne des profils de gens un peu épuisés avec des réserves d'adaptation qui sont quasi nulles, quoi. Donc c'est très important de protéger contre la douleur. Ouais. D'où l'énorme importance de tout le travail qui est fait à votre niveau, quoi. Ouais, Okay. exactement. C'est exactement ça. Ok. Alors on a tous traversé et on traverse encore une période un peu compliquée qui a été la Covid. Évidemment, je peux pas ne pas te poser la question d'essayer, enfin que tu nous expliques un peu quelles ont été les conséquences globalement pour l'hôpital, mais je dirais aussi plus aussi concentré sur ton métier. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment vous l'avez vécu de l'intérieur en fait? Ouais, alors le Covid, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous a qui a vraiment testé les fondations de la santé en France, mais pas que, hein, tout le système économique aussi. Ça a vraiment questionné notre modèle en tant que société. Du coup, à l'hôpital, c'était vraiment surprenant parce que je me souviens, ça a commencé en février, je crois, 2020. On avait des bruits un petit peu de ce qui se passait en Chine sur des débuts d'une épidémie un peu. Mais pour nous, c'était un petit peu exotique, hein, c'est tellement lointain, puis on se dit jamais ça va venir chez nous. Oui, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas du tout, ouais. Et puis bon, finalement, ça s'est passé. Puis il y a les premiers cas qui ont commencé à arriver à l'hôpital. Et puis là où j'ai commencé moi vraiment à avoir un petit peu peur, c'est quand on avait les nouvelles, je me souviens d'Italie, du nord de l'Italie, là où il y avait un foyer épidémique monstrueux. Et pourtant c'est des réseaux hospitaliers extrêmement performants, hein. Le nord de l'Italie, c'est très industrialisé. Et là on voyait les hôpitaux qui s'effondraient comme des châteaux de cartes avec tous les patients qui débordaient de partout, les soignants qui tombaient malades. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis après ça a commencé à toucher l'est de la France et les grandes métropoles comme Paris. Du coup là ça a été un petit peu la panique. Ce qui nous a sauvés, alors moi je suis en Bretagne à l'ouest de la France, donc nous ce qui nous a sauvés c'est le confinement. Ça a cassé les chaînes de transmission, pardon. Donc on a été vraiment en deuxième voire en troisième ligne. Mais ouais, quand les discours qu'on a des gens qui étaient vraiment au feu, c'était incroyable. C'est-à-dire que les patients, ils arrivaient, ils savaient même plus où les mettre. Ils abaissaient progressivement l'âge à laquelle ils prenaient en charge les patients parce qu'ils avaient plus assez de matériel et de ressources. Donc voilà, au départ c'était 70 ans, puis après c'était 65 ans. Enfin c'était la catastrophe, quoi. Faire le tri de personnes, c'est juste horrible parce que vous n'êtes pas programmé pour faire ça, quoi. Enfin, vous êtes programmé pour sauver des gens, pas pour faire le tri, quoi. Exactement. Et le tri, c'est quelque chose qui est plutôt fait par les militaires, tu vois, quand ils ont des accidents de guerre avec un afflux massif de blessés. C'est des philosophies de médecine militaire qu'on ne maîtrise pas toujours à l'échelon civil. Mais là, non seulement c'était du tri en nombre de patients, mais aussi en durée, c'est-à-dire que les flux ne tarissaient jamais. Il y avait des jours entiers où il y avait 15-20 patients qui étaient intubés dans des hôpitaux de taille moyenne. C'était complètement inimaginable avant que ça arrive, quoi. Donc nous, à l'hôpital à Lorient, dans l'ouest de la France, on s'est mis dans une position d'attente qui était très épuisante nerveusement. C'est-à-dire c'était un petit peu comme la drôle de guerre, tu sais, à la Deuxième Guerre mondiale, où finalement on était un peu loin du front, on était là avec le casque et les tranchées, mais il s'est pas passé grand-chose. On a été obligé d'interrompre tout le flux des patients chirurgicaux. Donc ça, c'était un petit peu délicat parce que il y a pas mal d'activités qui ont été reportées. Et puis on s'est mis à avoir des annonces incroyables comme des pénuries de médicaments qu'on pensait, on se pensait pas aussi fragile sur le plan matériel et médicamenteux en termes de logistique et d'approvisionnement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était on a reconfiguré notre bloc opératoire pour accueillir quelques patients de réanimation. Donc comme on n'était pas très touché comme région, on a pu accueillir quelques patients lors des évacuations sanitaires de Paris ou de Provence. Voilà, on a eu quelques patients au bloc opératoire un petit peu en débordement, mais c'est surtout les réanimations, les services de médecine qui ont eu des flux incroyables de patients. Même à Lorient, là où je suis, la réanimation était très très, très remplie de Covid. Il y avait des Covid locaux et des Covid qui prenaient d'ailleurs, mais ça a été extrêmement difficile. Donc voilà, le Covid, ça rend modeste, hein.
Ouais, voilà, exactement. C'est que ça nous a tous prouvé que pourtant on a un système qui est hyper solide quand même. Enfin, moi très clairement, tous les jours, je suis contente d'être en France quand même. Mais malgré ça, effectivement, on s'est aperçu que le système pouvait être fragile à plein de niveaux, quoi. Ouais, alors c'est un peu mi-figue mi-raisin, je trouve le Covid, parce que ça nous a à la fois montré que les hôpitaux avaient des capacités de réorganisation, qui étaient admirables. Hein. C'était des périodes d'union sacrée. Entre les services médicaux, les services logistiques, les services administratifs, les directions hospitalières, c'était vraiment un moment magique où on s'est tous mis à travailler dans le même sens. Donc ça, c'était absolument fascinant à voir. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que c'était un petit peu, ça prouve à quel point on est nul en médecine préventive et un petit peu en médecine de santé publique à grande échelle. C'est-à-dire que c'est pas quand le patient il arrive pour se faire intuber que ça se joue. Hein. C'est largement avant. Tu vois, on a commencé la guerre sans masque. On s'est mis rapidement à avoir des pénuries de médicaments. On se dit finalement, on n'est pas une si grande nation d'un point de vue sanitaire que ça, parce qu'on met tout sur la technique et sur le soin lourd. Mais peut-être qu'il faudra mieux réinvestir des champs de santé publique ou d'épidémiologie, de médecine de prévention, d'éducation de la population aussi. Ça, c'est des choses qu'il faudrait faire, quoi. Ouais, super intéressant. T'as entièrement raison, effectivement. On est dans une médecine où on est très technique, comme tu dis, et très dans la réparation. Et peut-être qu'on pourrait aussi prévenir avant que les choses soient cassées, quoi. Ouais, super intéressant. Ouais, bah tu vois, je pense que... Alors si j'ai bien compris, mais les derniers chiffres que j'avais en tête, c'est je crois qu'on met 2% du budget de la médecine en France sur de la médecine préventive. Donc tu vois, c'est vraiment très très déséquilibré avec le côté très curatif. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, tu vois, il y a des champs entiers de la médecine de prévention qui sont complètement délaissés, comme je pense notamment à la protection maternelle et infantile qui est sous-dimensionnée, la psychiatrie aussi où ils sont pas assez financés. Donc c'est à mon avis c'est là-dessus que ça se joue, quoi. Et c'est ce que le Covid a mis en évidence à mon avis. Ouais, super intéressant. Donc il y a du positif parce qu'il y a une grosse solidarité, il y a un grand mouvement commun et effectivement plein de faiblesses à corriger, révélées. Alors bon, j'imagine que tout le monde est en train de travailler pour remonter tout ça et essayer d'en tirer du bon, quoi, parce qu'il y en aura d'autres, malheureusement. Ouais, il paraît qu'il y en aura d'autres, ouais, malheureusement, ouais. Donc vaut mieux qu'on apprenne les leçons, quoi. C'est la fin de cette première partie de l'épisode avec Seamus. J'espère sincèrement qu'elle vous aura autant inspiré que moi. Alors n'oubliez pas qu'il y a une seconde partie dans laquelle Seamus nous parlera du quotidien de son métier, mais aussi des difficultés et notamment de la très grande responsabilité qu'ils tiennent entre leurs mains au moment où ils injectent le produit aux patients. Si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, surtout le plus simple, c'est de vous abonner. Vous recevrez du coup une alerte de diffusion de la seconde partie. Pour rentrer en contact avec Seamus, rien de plus simple. Rendez-vous sur son compte Instagram, Seamus, SEAMUS, surf, tout attaché. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à ce super métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit s'il vous plaît. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. Je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Seamus. Très très bonne semaine à tous.